Salut à toutes et à tous, lundi 2 mars 2026, premier numéro de ce grand journal. Pour cette semaine, depuis Boston jusqu'aux quatre coins du monde, on s'écoutait le grand journal présenté par Erlich Dorelas. Les capitales s'agitent, les violences vacillent, les marchés tremblent pendant que certains négocient, d'autres avancent leurs pions. Nous décodons les stratégies, les déclarations fortes et les enjeux qui redessinent l'équilibre mondial. Et savez-vous, l'actualité ne dort jamais. Tout de suite, voici le grand journal. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, le grand journal, sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez-nous sur Alexa. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. La décision de l'administration Trump de lancer une offensive militaire en Iran de surcroît, sans l'aval du Congrès, fait des mécontents au sein de la classe politique américaine. C'est le cas chez ses rivaux démocrates, mais aussi dans les rangs républicains, où on l'accuse de ne pas tenir les promesses. Les explications d'Azeb Rold Georgis de Radio-Canada dans ce grand journal. Après la diplomatie, place aux frappes militaires américaines en Iran. Les négociations visiblement échouées entre Washington et Téhéran. The United States military began major combat operations in Iran. Dans une vidéo de 8 minutes diffusée sur Truth Social, Donald Trump explique sa décision. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. L'Iran a rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires, dit-il, et nous ne pouvons plus le tolérer. Entouré du secrétaire d'État Marco Rubio et de sa directrice de cabinet Susie Wiles, Donald Trump a suivi les opérations de Mar-a-Lago. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. L'Iran est le premier État au monde à soutenir le terrorisme, dit-il, et continue d'être une menace. Puis un appel assumé au peuple iranien pour un changement de régime. The hour of your freedom is at hand. L'heure de la liberté est à portée de main, dit-il. Prenez le contrôle de votre gouvernement. Take over your government. Une décision prise sans l'aval du Congrès, comme le stipule la Constitution, dénoncent des élus. These are major combat operations. And under the Constitution, that means Congress must vote. Ce sont des opérations majeures, dit-il. Le Congrès doit voter si on envoie des soldats américains en guerre. La seule personne dont Donald Trump se soucie, c'est Benjamin Netanyahou. He just got the go-ahead from Benjamin Netanyahu, and now we're at war. It is reckless and it is dangerous. C'est irresponsable et dangereux, dit la sénatrice Elizabeth Warren. C'est une trahison du devoir du président de défendre la Constitution et une trahison du peuple américain. Vos impôts servent à bombarder l'Iran, conclut-elle. L'administration se défend en affirmant que Marco Rubio a averti le gang des 8, les hauts ténors du Congrès, vendredi soir. Mais même sa base MAGA lui rappelle sa promesse électorale. Plus jamais de guerre, plus jamais de changement de régime, écrit Marjorie Taylor Greene. Donald Trump laisse planer le doute sur la durée de cette guerre, une durée imprévisible à l'image du président. Ici Azeb Georgis, Radio-Canada, Washington. Scott Reeder, ancien officier du renseignement du corps des Marines des États-Unis et ex-inspecteur des armes pour les Nations Unies, est au cœur d'un débat mondial sur l'escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Appelé pour ses critiques passées de la politique étrangère américaine, Reeder s'est exprimé récemment sur les risques des motivations, les conséquences de conflits ouverts entre Washington et Téhéran. Écoutons les détails dans ce grand journal. L'Iran peut détruire toutes les bases militaires américaines de la région, et c'est pour cela qu'il y a de la consternation. Il n'y a pas assez de défense aérienne. Je veux simplement rappeler que ce que les États-Unis font en ce moment, c'est retirer des batteries de missiles THAAD et Patriot 3 d'Asie, d'Europe et même du territoire continental américain pour les déployer au Moyen-Orient, parce qu'elles n'y étaient pas. Et tout le monde se demande, eh bien, est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous savez, nous avions des systèmes THAAD et Patriot 3 en Israël, soutenus par des navires Aegis au large, intégrés au dôme de fer israélien, à Arrow, Arrow 3, David Sling, tout l'ensemble. Et les Iraniens s'en sont sortis. Donc ce que nous faisons en ce moment, c'est essayer d'envoyer des capacités de défense aérienne dans la région pour protéger nos bases exposées, qui se sont déjà révélées insuffisantes pour la tâche.
Nous n'avons pas assez de navires équipés de systèmes Aegis SM-3 ou SM-6. Nous n'avons pas assez de batteries THAAD. Nous n'avons pas assez de batteries Patriot. Et même si nous en avions, elles ne seraient pas assez performantes pour arrêter les missiles iraniens les plus avancés. Voilà la réalité. L'Iran pourrait très bien couler l'Abraham Lincoln. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis abattent le drone à mesure qu'il s'approche. Et les Iraniens se sont réfugiés sous terre depuis longtemps. À Mashhad, il y a une ville souterraine où ils abritent la direction et il y a d'autres sites également. Elle est conçue pour résister même à une attaque nucléaire de faible intensité. Les missiles Tomahawk les plus avancés ont été livrés aux Russes en parfait état. Cela signifie que les Russes ont déchiffré leurs capacités et maintenant qu'ils ont signé un accord avec les Iraniens, ils leur ont transmis ces informations également. Nous avons peut-être encore quelques tours dans notre manche, mais pas assez. Mais au bout du compte, l'Iran est un grand pays. Et il y a beaucoup de cibles. Et nous n'avons pas assez d'armes pour les frapper. Ils ont dispersé leurs missiles, dispersé leur direction. Encore une fois, leurs missiles balistiques sont leur coup décisif. Les Iraniens ont déclaré qu'ils frapperaient le point le plus éloigné d'où les avions américains attaquant l'Iran sont basés. Donc en ce moment, cela signifie qu'ils vont frapper des bases européennes avec des missiles que l'Europe ne peut pas intercepter. C'est un fait. Vous savez, personne n'est prêt à ça. Personne n'est prêt à ce qui va se passer. Tanz, vous voyez. Et l'Iran a envoyé, une demi-douzaine de missiles vers une base déjà évacuée. Beaucoup de ces... Au troisième jour des frappes militaires menées contre l'Iran par les forces américaines et israéliennes, 3 membres des gardiens de la révolution islamique IRGC ont été tués dans une attaque aérienne dans l'ouest du pays, a annoncé le corps des gardiens de la révolution dans un communiqué officiel. Selon ce communiqué relayé par l'agence de presse iranienne ISNA, ces 3 combattants ont perdu la vie lors d'une frappe dans la province du Loristan, une région stratégique près des montagnes de l'ouest de l'Iran. Écoutons les détails avec le confrère de France 24 dans ce grand journal. Direction de Téhéran pour vous retrouver. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant sur place. Siavosh, 3 membres des gardiens de la Révolution auraient été tués. Oui, alors à Téhéran, la situation est plutôt calme depuis la dernière vague de frappe à 5 heures du matin. Il y a donc plus de 7 heures maintenant. Mais en revanche, apparemment, il y a des attaques contre des villes de province, notamment la ville de Salandaj, où il y a eu plusieurs morts. Il y a également des attaques contre d'autres villes, Khorramabad, où on fait état de 3 membres des gardiens de la Révolution qui ont été tués, mais aussi dans la ville de Hamedan, où 8 personnes ont été tuées. Donc le nombre de victimes augmente de jour en jour, notamment parmi la population civile, puisqu'on parle désormais de 165 écolières qui ont été tuées lors d'une frappe menée contre une école dans le sud de l'Iran, dans la ville de Minab. Et à Téhéran, hier soir, il y a une attaque contre un commissariat. Et les immeubles alentours, les immeubles résidentiels ont également été touchés. Et là, il y a au moins 20 personnes, 20 civils qui ont été tués également. Donc sur cette place qui est située dans le centre de Téhéran. Le nombre de victimes augmente de plus en plus, mais à Téhéran, pour l'instant, la situation est restée calme. Donc une augmentation du nombre de victimes. Siavosh, on vous entend. Et puis les gardiens de la Révolution durement frappés. Et ils ont de leur côté affirmé avoir lancé contre Israël leurs missiles Kebar, qui sont donc parmi les plus puissants dont ils disposent. Absolument, il y a une on a perdu. Non, Siavosh, on vous entend. D'accentuer la pression. Oui, voilà. Donc il y a une volonté d'accentuer la pression sur les pays de la région, mais aussi sur les pays occidentaux, puisque par exemple les gardiens de la Révolution ont publié un communiqué pour dire que désormais ce sont les missiles les plus puissants de l'Iran qui étaient utilisés contre Israël, et donc les alertes n'allaient pas cesser de fonctionner dans l'État hébreu. Et puis il y a aussi un communiqué de l'armée régulière iranienne qui a revendiqué une attaque contre une base
aérienne américaine au Koweït et aussi donc d'avoir abattu 3 avions de chasse américains. On a vu donc, on a eu la confirmation qu'au moins un avion de chasse américain, un F-15, a été donc est tombé au Koweït et l'Iran affirme que c'est à la suite d'une opération iranienne que cet avion est tombé. Et en même temps, une attaque contre le groupe naval américain, donc qui est stationné autour du porte-avions Abraham Lincoln dans le nord de l'océan Indien. L'armée régulière affirme que une attaque a été menée contre ce groupe naval et aussi une attaque au drone contre les installations pétrolières saoudiennes, Aramco. Tout cela a un objectif très précis, c'est de faire pression sur les prix du pétrole pour les faire augmenter encore davantage et faire augmenter le prix de l'essence pour faire pression sur le gouvernement américain. Le prix du gallon est déjà à plus de $3, donc un prix très élevé. Et si cela continue, cette stratégie continue et réussit, cela pourrait faire augmenter encore le prix du pétrole à des niveaux jamais atteints ces dernières années. Et donc, une manière de faire pression sur les pays occidentaux et sur les pays de la région. Merci Siavosh, correspondant France 24 à Téhéran. Que se passe-t-il dans la mer Rouge? Pour en savoir plus sur la situation en mer Rouge, suite aux attaques contre l'Iran, le correspondant de CGTN News pour les détails en Égypte, Ashraf Massoud, 48 heures après le début du conflit au-delà du choc pétrolier lié au détroit d'Ormuz. La inquiétude porte désormais sur la sécurité de la navigation en mer Rouge. Concrètement, quelles pourraient être les conséquences économiques pour les pays de la région si ces routes maritimes venaient à être durablement perturbées? Écoutons les détails dans ce grand journal. Bonjour. 48 heures après le début du conflit, le choc économique ne se limite plus au détroit d'Ormuz. Il s'étend désormais à un second axe stratégique tel la mer Rouge. Si les tensions perturbent la navigation dans cette zone, c'est l'ensemble du commerce régional qui est affecté. La mer Rouge est un corridor vital reliant le Golfe et le continent européen via le canal de Suez en Égypte. Toute insécurité maritime entraîne une hausse immédiate des primes d'assurance, des détours de navires via le cap de Bonne-Espérance et donc une explosion des coûts logistiques. Pour l'Égypte, l'enjeu est direct. Les revenus du canal de Suez pourraient être affectés si le trafic ralentit. Or, ces recettes constituent une source essentielle de devises dans un contexte déjà marqué par des pressions inflationnistes dans ce pays et bien sûr des pressions budgétaires. Les pays du Golfe, eux, subissent un double risque. D'un côté, le détroit d'Ormuz pour leur exportation énergétique, de l'autre, la mer Rouge pour leurs flux commerciaux vers le continent européen. Même si la hausse du pétrole soutient les recettes à court terme, l'instabilité maritime fragilise les chaînes d'approvisionnement régionales. Quant aux hubs logistiques comme par exemple Jeddah, Dubaï ou Doha, toute perturbation prolongée affecte le commerce, l'aviation et le tourisme qui sont des secteurs clés pour la diversification économique. En résumé, le risque majeur pour la région n'est pas seulement militaire, il est encore maritime. Si la navigation en mer Rouge devient instable, l'impact dépasserait la seule sphère énergétique pour toucher le commerce, les devises et l'inflation dans l'ensemble du Moyen-Orient. L'assassinat du guide suprême iranien, par exemple Ali Khamenei, pourrait provoquer une crise majeure, mais cela ne suffit pas automatiquement la chute du gouvernement iranien. Écoutons les détails dans ce grand journal, un vrai zooming sur la RT. Alors vous pouvez vous poser une question qui est une question très pertinente. Ce qu'il faut regarder, c'est que les institutions iraniennes se sont déjà reconstituées, en ce sens où un guide provisoire pour 40 jours, le temps du deuil a été nommé, et qu'une équipe resserrée en fait a été constituée à la fois autour des gardiens de la révolution qui sont maintenant véritablement au cœur du processus décisionnel stratégique dans cette situation de crise militaire avec les États-Unis et Israël, situation de
de guerre. Et en fait, pour l'heure, on peut considérer que le système politique iranien, le système décisionnel global parvient à se maintenir. Reste à savoir maintenant si les opérations d'assassinat ciblées dans cette logique de politique de décapitation, eh bien, vont continuer de la part des Américains et des Israéliens. Et c'est là que risque de se poser véritablement le problème. Et quelle sera la réaction du peuple iranien? En fait, on a l'impression que tout cela devait engendrer un mouvement d'approbation de ces frappes, suite logique des manifestations et de l'embrasement du pays, du soulèvement populaire qu'il y a eu il y a quelques semaines, un mois, mais on voit aujourd'hui que finalement, l'Iran se trouve au bord d'une guerre civile, carrément, car beaucoup de gens sortent pour manifester en soutien à l'ayatollah tué. Alors, comment vous voyez la suite vraiment à l'intérieur du pays? Alors, il faut faire très attention à la guerre informationnelle qui est menée aujourd'hui. Il faut se rappeler que Churchill disait que dans toute guerre, la première victime, c'était toujours la vérité. Et effectivement, ici, la première victime, c'est la vérité. Il faut casser quand même deux informations ou contre-vérités qui sont présentées dans les médias mainstream occidentaux qui ne correspondent pas à la réalité. La première chose, que les Iraniens seraient heureux de se faire bombarder par les Israéliens et les Américains, c'est absolument faux. Et on a vu aujourd'hui, ce matin, des manifestations massives dans toutes les villes d'Iran où des éléments de la population iranienne qui n'étaient pas forcément religieuse sont sortis pour exprimer une très profonde colère à l'égard de cet assassinat et cette violation du droit international qui a été menée à la fois conjointement par les États-Unis et Israël. Il faut considérer aujourd'hui que les Iraniens sont particulièrement patriotes et nationalistes et qu'en dehors de certains groupes d'opposition souvent liés à des dimensions de population minoritaire, notamment dans les segments kurdes ou azéris, la majorité de la population iranienne soutient en réalité son système, le système étatique, même s'ils peuvent être en opposition sur la nature en fait sociale et religieuse du régime. Ce sont deux éléments à séparer. De même, tout ce qui met en avant le fait qu'il existerait une dimension importante de la population qui serait prêt à sortir pour renverser le pouvoir, alors peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un contexte normal, de mouvement social global, mais qui est absolument impensable dans une situation de bombardement de la part de puissances étrangères qui, au contraire, soude la population iranienne. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Arlette Torellas, journal consacré à la guerre en Iran. C'est depuis les studios de Swag Radio avec Arlette Torellas. Swag Radio 24h/24 avec vous, Alexandre Penn, Swag Video. Les infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. Pour bien manger, c'est Bordeaux Café Créole au 2,99 Main Street Everett. Chiffre le 617 2,14 14,25. La cuisine haïtienne est sans limite à Bordeaux Café Créole. Émirats Arabes Unis, Dubaï, sous les feux de missiles et de drones iraniens. Des missiles et des drones iraniens ont frappé les Émirats Arabes Unis, ébranlant l'image de Dubaï comme un havre sûr, exemple d'impôt pour les étrangers. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Une salve de missiles et un essaim de drones iraniens sur les Émirats Arabes Unis. Jadis havre de paix réputé sûr et exemple d'impôt pour les étrangers, Dubaï subit depuis plusieurs heures les affres de la guerre entre l'Iran et le duo États-Unis-Israël. Selon les autorités, les débris d'obus interceptés ont provoqué des incendies de sites emblématiques, au moins un mort à l'aéroport d'Abu Dhabi et 7 blessés. Derrière moi se trouve la marina de Dubaï. C'est l'un des plus hauts buildings résidentiels au monde. Et nous sommes lundi aux Émirats Arabes Unis. En temps normal, c'est le début de la semaine de travail, mais les routes sont désertes. Le gouvernement a ordonné aux populations de se terrer à domicile, car des drones et des missiles iraniens continuent de viser ce pays de 9 millions d'habitants.
Aujourd'hui, cette guerre déclenchée par les bombardements américains et israéliens sur l'Iran s'est étendue à l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe, y compris les Émirats arabes unis et ici même à Dubaï, longtemps considéré comme un havre de paix au Moyen-Orient pour les affaires et le tourisme. Cette guerre est arrivée et elle a bouleversé notre vie telle que nous la connaissions. Les autorités saluent l'efficacité des systèmes de défense aérienne qui, selon elles, auraient intercepté des centaines de missiles et drones en 2 jours. L'agence EPI rapporte une inquiétude grandissante chez les touristes. La Chine accuse les États-Unis d'être la principale source d'incertitude pour l'ordre nucléaire international, la stabilité stratégique mondiale. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Zhang Gong, a parlé. Écoutons les détails dans ce grand journal. Les déclarations des États-Unis sont totalement infondées et indéfendables. Il est de notoriété publique que la Chine adhère à la politique de non-recours en premier aux armes nucléaires, défend une stratégie nucléaire d'autodéfense et maintient systématiquement ses capacités nucléaires au niveau minimum requis pour sa sécurité nationale. La Chine ne se livre à aucune course aux armements nucléaires avec aucun pays. Nous respecterons strictement notre engagement en faveur d'un moratoire sur les essais nucléaires et n'avons jamais mené d'activité en violation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. En revanche, les États-Unis possèdent le plus grand arsenal nucléaire au monde et maintiennent une politique de premier recours aux armes nucléaires. Ils ont investi massivement dans la construction d'une triade nucléaire et ont même déclaré vouloir reprendre les essais nucléaires. Les actions irresponsables des États-Unis en matière de contrôle des armements, notamment leur retrait de traités et le reniement de leurs engagements, ont fait de ce pays la plus grande source d'incertitude pour l'ordre nucléaire international et la stabilité stratégique mondiale. Nous exhortons les États-Unis à remplir sérieusement leurs obligations au titre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, à honorer leur engagement de moratoire sur les essais nucléaires, à assumer leurs responsabilités particulières et primordiales en matière de désarmement nucléaire et à prendre des mesures concrètes pour préserver le régime international de désarmement et de non-prolifération nucléaire et maintenir l'équilibre et la stabilité stratégique du monde. 3 soldats américains ont été tués et 5 autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération de la guerre contre Iran. Les précisions de la correspondante aux États-Unis de TV5 Monde, Elisabeth Guedel. Écoutons les détails de préférence dans ce grand journal. Elisabeth Guedel, bonsoir. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Donald Trump avait prévenu, les États-Unis pourraient perdre des soldats. Et effectivement, il y a déjà des morts. Et oui, 3 soldats ont été tués et 5 autres blessés sérieusement. Et c'est ce qu'annonce le Pentagone, sans donner de détails sur les circonstances et le lieu. On sait que des bases militaires américaines ont été visées par les tirs iraniens. On est à un moment que ne voulait pas vivre Donald Trump. On sait que depuis 2016, depuis des années, il dénonçait ces guerres qu'il qualifiait d'inutiles menées par ses prédécesseurs et qui visaient des changements de régime, des guerres, disait-il, qui coûtent cher en vie américaine et en dollars. Donc c'est un tout autre Donald Trump que l'on voit aujourd'hui en termes de politique étrangère en tout cas. Alors il assure qu'il a un plan, je cite, magnifique, beautiful, pour régler, mettre fin rapidement à cette guerre qui n'en est pas une officiellement, il faut le rappeler. Seul le Congrès américain a le pouvoir de déclarer le pays en guerre selon la Constitution. Mais Donald Trump donc assure qu'en plus il a des contacts avec la nouvelle direction iranienne et selon le magazine The Atlantic, Donald Trump aurait confié que cette nouvelle direction, je cite, est ouverte à tout effort sérieux de désescalade. Alors au Congrès américain, les démocrates, eux, accusent Donald Trump de mentir, de dire que les Iraniens ont repris la reconstruction de leur programme militaire nucléaire et que les Iraniens ont la capacité de toucher le sol américain. Et ça, les démocrates disent que c'est faux. Côté républicain, on défend plutôt l'action
déclaration du président, mais il y a une certaine prudence, puisqu'effectivement, la grande question, c'est quelle sera la suite. Donald Trump va devoir s'expliquer. On s'attend à ce qu'il s'adresse à la nation. Pour le moment, il est toujours à Mar-a-Lago, en Floride, où il suit la situation avec ses conseillers à la sécurité nationale, mais il va rentrer à Washington dans quelques heures. Il va devoir expliquer, en tout cas aux Américains, pourquoi des soldats sont morts au Moyen-Orient. Merci beaucoup Elisabeth Guedel, notre correspondante. C'était plutôt la correspondante de TV5 Monde, Elisabeth Guedel, merci pour les précisions. Certains élus américains craignent une escalade des tensions au Moyen-Orient. Alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient demeure extrêmement volatile, plusieurs élus américains tirent la sonnette d'alarme face au risque d'une escalade militaire incontrôlable impliquant les États-Unis. Écoutons les détails signés CNews dans ce grand journal. Écoutez, du côté conservateur et dans les milieux républicains, la ligne de fermeté, elle est claire, elle est soutenue. On continue l'offensive. Elle est nécessaire. C'est une mission nécessaire pour protéger l'Amérique, mais aussi, c'est important ce mot, les alliés de l'Amérique d'un gouvernement jugé dangereux, à savoir le régime islamique. Donc, quelque part, Donald Trump, malgré les pertes humaines, vous en parliez, 3 soldats tués, malgré cela, en fait, le soutien est réel et l'offensive doit continuer. En revanche, Anthony, dans l'opinion américaine, tout petit changement. Vous savez, on n'aime pas trop ici les pertes humaines, les pertes des soldats. On n'aime pas trop cette image des cercueils qui arrivent de l'étranger sur le territoire américain. Et on le voit, un sondage très récent, réalisé, je le précise, très important, après les frappes. Et il montre que 47% des Américains sont maintenant contre ces frappes, contre 27% qui, eux, soutiennent cette offensive. Il y a aussi certains responsables militaires, il y a aussi certains élus qui craignent, eux, une escalade. C'est une inquiétude. Ils se disent, attendez, oui, on frappe, mais vous le disiez à l'instant, professeur Fabrice, je veux dire, il y a des représailles. Les Hezbollah qui attaquent depuis le Liban, des missiles, des drones, ils jouent le tout pour le tout, les Iraniens, et ils disent voilà, il y a une sorte d'escalade, et cette escalade, elle sera, vous savez, c'est toujours pareil, dans la durée, et ça pourrait durer plus qu'un mois, plus que les 4 semaines annoncées par Donald Trump avec d'autres pertes humaines. Donc voilà ce qu'ils disent. Donc c'est vrai, il y a un soutien réel, donc bien sûr de la part des républicains, mais il y a aussi une petite inquiétude. C'est probablement pour cela que Trump, dans son annonce, a encouragé les Iraniens à reprendre, c'est le mot, leur pays. Donc en fait, pour lui, il faut profiter, il faut saisir l'opportunité de ces frappes, et peut-être que la France va entrer également dans le conflit, peut-être que les 2 autres alliés vont également entrer dans ce conflit, puisque la base française, donc à Abu Dhabi, a été attaquée, et qu'on a le droit également de se défendre en tant que Français. Alors saisir l'opportunité, c'est ce qu'ils demandent aux Iraniens. Saisissez cette opportunité pour un soulèvement interne depuis l'intérieur du pays et se débarrasser une bonne fois pour toutes du régime des Mollahs. Voilà donc les réactions des Américains. La disparition du guide suprême en Iran, figure centrale du régime et autorité religieuse et politique, peut provoquer un choc profond dans la société iranienne. La question de l'unité nationale reste complexe. Écoutons les détails dans ce grand journal. Les Américains, ils ont pensé, et les Israéliens, que s'ils vont assassiner le guide suprême, qui est la figure centrale de la résistance à travers l'Iran et la région, s'ils vont faire ça, les gens qui sont économiquement mécontents vont sortir dans la rue. Alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, matin, moi j'ai mon frère et mes parents, ils sont allés sur place. Il y avait des centaines, des dizaines de milliers qui sont sortis déjà, et que s'il y aura plutôt la cercueil et la cérémonie plutôt de funérailles de guide suprême, il y aura des millions de gens, des Iraniens qui vont sortir dans la rue. Donc cet assassinat, cet acte barbare du gouvernement Trump n'a fait que réunir et d'unifier plutôt la population iranienne. Les Américains, ils ont pensé qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait à Venezuela, en Iran. Mais ils savent pas, ils comprennent pas les courants des fois contradictoires et complexes de la société iranienne. Pour chaque commandant qui est assassiné par les attaques illégales américaines et israéliennes, il y a ceux qui vont remplacer. Il y a 2-3 remplaçants pour chaque position militaire et politique en Iran dans ce genre de situation. Les Américains, ils ont pensé
C'est la fin de cette édition spéciale du Grand Journal consacrée à la guerre en Iran. Mais avant de partir, couleur du temps pour aujourd'hui, lundi 2 mars 2026. Principalement une journée ensoleillée, à froid toute la journée, température maximale 28 degrés Fahrenheit, température minimale environ 12 degrés Fahrenheit, conditions froid marquées en début de saison avec vent léger à modéré. Le vent froid d'air arctique est attendu en début de semaine aussi, avec température bien en dessous des normes de début de mars et possibilité de ressentir encore plus froid avec le vent. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio en air avec du style. Écoutez Swag Radio 24h/24 sur Alexa. Alexa, open Swag Radio. Les infos sans cassure, sans bavure, P-News, info à la vitesse de la lumière, sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez manger à Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite. À Brothers Café Créole. Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.